L'échiquier international, soyez les bienvenus. Il y a 100 ans naissait l'étoile nord-africaine, des premiers balbutiements dans les cafés parisiens, la révélation du combat pour l'indépendance, un peu partout en Algérie et ailleurs. Pas des intellectuels, des administrateurs ou des bourgeois, non, des dockers, des commerçants, des mineurs, des hommes sans droit écrasés qui ont osé dire l'Algérie sera libre. À leur tête, un homme de Tlemcen, Messal El Hadj. En 1927, au congrès de Bruxelles, il monte à la tribune et réclame l'indépendance de l'Algérie devant pratiquement le monde entier. Depuis ce moment, rien n'arrêtera plus le sens de l'histoire. L'étoile nord-africaine sera dissoute, se transformera, mutera, à force d'être interdite, surveillée, pourchassée, mais elle renaîtra à chaque fois, du PPA au MTLD, de Messali au FLN. Le lien est direct. 100 ans plus tard, parlons de cette séquence et de ces hommes qui ont écrit un pan majeur de l'histoire nationaliste algérienne. A tout de suite pour en parler. 1926, l'Algérie est sous domination coloniale depuis presque un siècle. Les Algériens démunis de droits, de liberté et jusque-là, une nouvelle génération, à ce moment-là, en 1927, une nouvelle génération décide de s'organiser. Je crois que c'est là qu'on peut commencer notre échange avec vous. Hassan Arab, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan Arab, journaliste, chercheur universitaire, également animateur, je le rappelle, de l'émission Histoire et Mémoire, ici même à Al24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Hassan Arab, première question, quand on entend l'étoile nord-africaine, qu'est-ce que cela vous évoque à vous, le chercheur, le passionné d'histoire? C'est le début d'un processus, celui de la lutte pour l'indépendance, parce que le mot a été prononcé malgré l'interdiction. À l'époque, on est dans les années 20, celui qui prononce le mot indépendance, elle est jeté en tôle. Donc c'était ça. Donc il fallait oser. C'était l'un des points majeurs de cette association. Au début, association politique. Le point majeur, c'est vrai il y a donc 15 points dans le programme, mais le point le plus important, c'est le 15e point, à savoir l'indépendance totale de l'Algérie. Mais je pense, pour évoquer l'histoire de cette association, qui va devenir un parti au sens propre du terme, un parti indépendantiste, on ne peut pas ne pas évoquer l'histoire de l'immigration, parce que l'étoile nord-africaine, c'est en France. C'était pas en Algérie. Je le dis pour le téléspectateur, je vous laisse poursuivre Hassan. Alors, l'étoile nord-africaine a deux particularités qui étonnent. On est en 1926, on s'est réunis dans les cafés parisiens, rue de Bretagne, donc à Paris. Un mouvement qui ose dire, vous l'avez dit Hassan, l'Algérie sera indépendante, ou on veut l'indépendance de l'Algérie. Alors, il y a deux caractéristiques. Ce sont pour la plupart des ouvriers, des commerçants, et surtout issus de l'immigration, c'est bien cela? Issus de l'immigration. L'immigration, donc, on doit le rappeler, l'immigration algérienne en France commence à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, suite notamment aux dépossessions. Parce qu'il y avait, après 1871, toutes les lois Vargny, etc., vont impacter plusieurs populations. Avec la révolte d'El Mokrani. Avec la révolte d'El Mokrani. Donc il va y avoir vraiment la première immigration qui va s'installer en France. Elle était faible, donc elle sera plus importante. Après la Première Guerre mondiale, qui est un moment important, il y a eu, faut-il le rappeler, pas moins de 170 000 Algériens qui ont été mobilisés. Il y a eu beaucoup de morts. Certains vont rentrer après donc la guerre, d'autres vont rester. Il va y avoir un autre mouvement, parce qu'il n'y avait pas que les tirailleurs algériens. Il y avait également des gens qui ont été mobilisés pour remplacer les Français qui étaient au front. Donc il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient en France, qui travaillaient dans les usines. Donc il y a un mouvement. Donc alors, l'immigration, tous les historiens s'accordent à dire, après la Première Guerre mondiale, il va y avoir minimum 100 000 Algériens en France. Donc 100 000, c'est important, notamment dans la région parisienne, Lyon et Marseille. Mais le gros donc des effectifs, c'était à Paris qui va connaître, après la Première Guerre mondiale, donc des mouvements qui vont dans le sens de la libération, c'est-à-dire sur le plan artistique. Vous avez les dadaïstes, les surréalistes qui vont influencer, parce qu'on va retrouver André Breton qui, comme ami justement
des militants de l'étoile nord-africaine, mais aussi il va y avoir dans le même contexte, il ne faut pas oublier la révolution 17. Donc, et la troisième internationale qui va appuyer justement les militants des colonies à se constituer en partie pour demander leur émancipation du joug colonial. Il y a un environnement comme ça Il y a qui un s'embrase environnement, à travers il y a plusieurs un rencontres. environnement important, marqué par cette révolution 17, marqué la révolution kémaliste. Et la guerre du Rif, l'instauration de la République du Rif par Abdelkrim el-Khattabi. Il va y avoir donc des mouvements anticolonialistes. Et puis, il va y avoir l'intercolonial, c'est le mouvement le plus important qui va soutenir les militants algériens à mettre en place cette organisation, l'étoile nord-africaine, à partir de 1924. Parce que la première étoile, c'était une organisation pratiquement syndicale en 1924. Et il y avait des noms qui étaient des militants communistes et même certains étaient des responsables. C'est Hadj Ali Abdelkader. Mais derrière Hadj Ali Abdelkader, il y a... D'ici Boualama, c'est son... il y a également un militant comme Mnouar. Donc Mnouar qui va jusqu'aux États-Unis, il va créer un syndicat de chimistes, il va à Londres, il va à Moscou, etc. Ils sont formés, donc c'est parce qu'on se pose la question d'où vient cette conscience politique, comment elle a fait pour être nourrie et accompagnée. Et puis, vers 1924, justement, il y a le prestige d'un homme qui va également influencer cette immigration qui a influencé et qui va encourager cette immigration de s'organiser, c'est-à-dire de passer de l'amicale, parce qu'ils étaient organisés, les surréalistes dans les cafés, sous forme d'amicale, vers une organisation politique au sens propre du terme. C'est la figure de l'émir Khaled. L'émir Khaled... On va en parler. Mais avant ça, Hassan, et pardonnez-moi, je voulais justement parler, vous étiez en train de décrire ces rendez-vous majeurs, où il y a tous les révolutionnaires pratiquement qui se rencontrent, qui se parlent et qui disent pratiquement la même chose. Ils parlent de liberté, de justice, et il y a un nom qui circule, Messa El-Hadj, qui n'a encore que 28 ans, né en 1927, et tout de suite, il est repéré par on le dit, il est repéré par les services de renseignement français, puisqu'au congrès de Bruxelles, c'est un congrès contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, qui est un peu le précurseur de la rencontre de Bandung en 1955. Messa El-Hadj réclame l'indépendance de l'Algérie, il défie la France coloniale ouvertement. Cela fait partie des moments phares, des rencontres importantes de l'étoile nord-africaine, ce congrès de Bruxelles. Le congrès de Bruxelles, c'est la deuxième étape dans l'histoire de l'étoile nord-africaine, parce qu'en 1926, le 20 juin plutôt, donc on parle de 20, 21, 22, donc il y a plusieurs dates, attention, donc moi, la date qui revient le plus, c'est le 20. Donc c'est le 20 où il y a eu véritablement la proclamation, la naissance de l'étoile nord-africaine. Messa El-Hadj qui sera justement parrainé, parce que Messa El-Hadj, sans le passage par le Parti communiste, ne serait pas le leader. Ce sont les militants, quelqu'un comme Hadj Ali Abdelkader, qui était membre du comité central du Parti communiste français à l'époque. Quand il va à Moscou, Hadj Ali Abdelkader gérait une quincaillerie. Donc il a tout fait, il a été cordonnier, conducteur de tramway, syndicaliste au niveau des éboueurs, il a tout été. Donc il avait une quincaillerie qu'il gérait, donc il cède la quincaillerie à Messa El-Hadj et ils ont fait de Messa El-Hadj un permanent au Parti communiste français, on doit le dire. Mais donc Messa El-Hadj, à partir déjà de 26, quand il sera nommé premier responsable de l'étoile nord-africaine, il commence à prendre ses distances. Donc, avec le parti, le PCF, le Parti voilà, communiste. vous évoquez ce moment important, le congrès de Bruxelles de 1927. Il y a une anecdote. Allez-y. Donc, ça a été rapporté dans les mémoires même de Messa El-Hadj. On dit quand Messa El-Hadj monte sur la tribune pour prononcer son discours, on lui a dérobé les feuilles de son discours. Et Messa El-Hadj, il va... c'est un tribun, c'est incontestable. C'est le seul militant à l'époque qui savait parler au peuple. Et il parlait un arabe algérien qui est
compris par tout le monde. Msali, il est né tribun, comme ça. Donc, et quand il monte sur la tribune, il va prononcer son discours de tête. Et Msali soupçonne justement, déjà, en 27, on a commencé donc à abandonner en quelque sorte les principes de la Troisième Internationale. On soupçonne les communistes d'avoir subtilisé ces feuilles à Msali Hadj. Et puis c'est On là peut le piéger. c'est là, 27, Msali va dérouler le programme de l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire C'était révolutionnaire à l'époque de parler d'indépendance de l'Algérie, parce que beaucoup de courants en Algérie parlaient de cohabitation, d'assimilation, d'une entité sous l'égide de l'État français. Enfin, il y avait plusieurs idées, mais pas de révolution, pas d'indépendance, pardon. Pas d'indépendance. Lui, c'est l'indépendance de l'Algérie, clairement. Et puis, c'est le Parlement algérien, c'est la nationalisation. C'est pas écrit comme ça, mais il dit les banques, les terres, etc. doivent revenir à l'État algérien. C'est l'armée algérienne. Donc, pour vous dire, tous les secteurs de souveraineté, on les retrouve dans le projet de l'étoile nord-africaine et on va les retrouver par la suite dans... Il double les communistes un peu sur leur gauche, sans vouloir faire de l'humour. Oui, il va plus loin, il est plus révolutionnaire que les communistes. Eux qui considéraient qu'il fallait d'abord donner justice aux ouvriers en faisant passer... Là, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire quand déjà il y a eu des problèmes au sein du Parti communiste français. Il va connaître, avec Staline, déjà, on abandonne les principes de Lénine, de la Troisième Internationale. Et là, le Parti communiste commence donc à dire qu'il faut émanciper le mouvement ouvrier dans les colonies. C'est-à-dire, et faire adhérer les militants des colonies au sein du parti des partis communistes, donc des colonisateurs. Alors l'étoile nord-africaine rassemble de nombreux militants, on va en donner quelques-uns, oui. Ammar Imaj, Belqasem Rajaf, Mohamed Jafel, Salah Bouchafa et d'autres. Jilani Marouf, il y a Boumdine Marouf, c'est un militant dès 24 et on le retrouve. C'est un élément très très important, Jafel, parce qu'il va abandonner à partir de 1927. Ouais. Image, il va s'affirmer en tant que tel. On va parler de quelques Ils ont pris, allez-y. C'est lors de la deuxième étoile. Là, il deviendra véritablement secrétaire général et directeur de publication d'El Oumma, l'organe donc de l'étoile nord-africaine. Et Msali Hadj était le directeur de la publication. Et vous avez Rajaf qui est trésorier à l'époque. Là, déjà, c'est la deuxième étoile, mais la première, les militants, il a été porté parce qu'on ne peut pas oublier que j'ai parlé tout à l'heure de l'Emir Khaled. La place de l'Emir Khaled, il est incontestable. C'est lui le président d'honneur. C'est lui le président d'honneur. Et d'ailleurs, tout le monde dit que Msali, quand l'Emir Khaled va prononcer le mot indépendance, c'était pas Msali le premier, c'est l'Emir Khaled, parce que l'Emir Khaled, il va faire une série de conférences, et l'une des conférences à Paris en 1924, vous avez toute la salle qui criait indépendance. Alors pour les téléspectateurs, justement, qui est l'Emir Khaled, parce que c'est important quand même, l'Emir Khaled n'est rien d'autre, alors son nom complet c'est l'Emir Khaled Al-Hassani ibn Al-Hashimi, qui n'est rien d'autre que le petit-fils de l'Emir Abdelkader, exilé en Égypte, et en fut le président d'honneur donc de l'étoile nord-africaine. Alors, c'est intéressant la place qu'occupe l'Emir Khaled au sein de l'ENA, puisque c'est pour montrer qu'il y a une continuité entre un des pères fondateurs de l'État algérien, l'Emir Abdelkader, et l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire une continuité de l'histoire en termes d'indépendance. L'étoile nord-africaine ne tombe pas du ciel. Elle ne tombe pas du ciel, et d'autant plus que l'Emir Khaled, il était en Algérie, il activait encore, il activait en Algérie, et il est à la tête, ce qu'on appelle la fraternité musulmane, mais avant, il était l'un des principaux animateurs de ce qu'on appelle le mouvement des jeunes algériens, donc qui a été un mouvement qui a été mis en place sur le modèle turc. J'ai parlé tout à l'heure de la révolution kémaliste, les jeunes turcs, et puis les jeunes Tunisiens, parce que quand on parle de l'étoile nord-africaine, c'est l'étoile nord-africaine. L'étoile défendait justement l'indépendance du Maghreb. Il y a un militant tunisien, Khalfallah, qui va jouer un rôle. Donc, dans les débats entre 24 et 26, la question de l'indépendance était posée clairement. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager l'indépendance d'Algérie sans l'indépendance de la Tunisie déjà, parce que Khalfallah était un grand militant. En 1914 déjà,
il était en contact avec Farhat Abbas et ils ont adressé un mémorandum, ce qu'on appelle aux nations civilisées, entre guillemets, réclamant l'indépendance, l'émancipation de l'Algérie et de la Tunisie. Pour vous dire, il y a comme ça un groupe de militants, peut-être portés par le contexte de l'époque et les événements importants de l'époque Historique, ouais. qui vont donner toute son épaisseur à l'action de l'étoile nord-africaine. Justement, l'étoile nord-africaine, on l'a dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Hassan s'appuie sur les ouvriers, les commerçants algériens installés en France. La conscience nationale pour l'indépendance se construit au sein de l'immigration. Mais comment est perçu ce mouvement de la part des Algériens ou de certains Algériens, comme les communistes algériens ou même les oulémas qui voyaient peut-être d'un œil un peu sceptique cette jeune génération qui réclamait l'indépendance toute honte bue? Non, Moussali, c'est le seul qui va réclamer l'indépendance. C'est-à-dire l'histoire, c'est l'histoire. Donc on ne peut pas. Moussali va réclamer l'indépendance de l'Algérie. Ça ne veut pas dire que les autres partis, c'est-à-dire je pense à l'importance de l'association Des oulémas. Des oulémas. Je pense également au mouvement des réformistes, c'est-à-dire les élus, Farhat Abbas en l'occurrence. Et les responsables du Congrès musulman, c'est-à-dire les responsables plutôt du Parti communiste, qui vont former déjà un bloc unitaire. C'est le Congrès musulman après les années 30, c'est-à-dire après 1931, parce que en Algérie, Messali sera l'idée portée par l'étoile nord-africaine va commencer à se propager après la création de la première cellule dans l'atelier de Mstoul à Alger. Certains disent que c'était en 1930. Et 1930, c'est les années 30, début des années 30, c'est justement l'idée c'est le congrès musulman. Congrès musulman porté par Farhat Abbas, les ulama Ibn Badis et les communistes algériens. Messali, quand il va venir en 1936, le 2 août 1936, et il va dire cette terre n'est pas à vendre. C'est vrai, on va dire que Messali, il a réclamé l'indépendance et les autres n'ont jamais réclamé. Non, Messali a pu dire ça parce qu'il y avait des gens derrière. Il y avait les ulama, il y avait les réformistes, et il y avait les communistes. Il y avait pas. Mais on a des lettres, par exemple, de Mohamed Zaï, qui faisait partie des oulémas, qui voit ce mouvement un peu trop précipité, qui ne respecte pas la hiérarchie, qui ne respecte pas les codes, qui veut juste, qui est comme ça, qui veut juste tout brûler pour arriver à l'indépendance. On sait que, par exemple, que Messali El Hadj avait envoyé une lettre à Ibn Badis, il ne lui a jamais répondu. On sait qu'il a rencontré aussi Bachir Ibrahimi. La conversation a tourné très court. Donc, il y a quand même une différence. Attention, voilà. il y avait lorsqu'il y avait le gouvernement du Front populaire, les membres du Congrès musulman ont été invités par le ministre de l'Intérieur à l'époque, Violette, pour discuter du fameux plan Blum-Violette. Le projet Blum-Violette qui donnait la nationalité à l'occasion, Messali a rencontré Ibn Badis. Ça s'est rapporté par les historiens, notamment Mahfoud Qaddesh, et il a rapporté la teneur de cette. C'est une rencontre importante. Donc, ça se passe à Paris. Donc, il y a eu Farhat Abbas, Ibn Badis et Messali Hadj. Donc, c'est vrai que Ibn Badis a dit c'est bien beau de dire ici en France, le pays des libertés, vous avez plus. Vous avez la latitude de développer ce discours, l'indépendance de l'Algérie, mais c'est pas Alger, Paris, c'est pas Alger. Et bien Messali lui répond, il a dit, eh ben je vais venir à Alger et je vais dire exactement ce que je suis en train de vous dire, et c'est comme ça que le 2 août va venir à Alger. Il va venir dans le même bateau, parce que Ben Badis et Farhat Abbas. Lui, donc, Messali, très très proche du peuple, il était il était en 3e place, donc catégorie, oui. Avec les prolétaires, les ouvriers, les Algériens, etc. Et puis il débarque le 2 août, il débarque au port d'Alger avec sa femme, son fils Ali, et il est reçu par Mstoul. Il va à l'hôtel, il prend un café, et puis de l'hôtel,
il va directement au stade municipal parce que le stade municipal, c'était le congrès musulman. Il y avait tout le monde, là, il y a tout le monde. Ah oui, oui. C'était le congrès musulman. Ils attendaient justement les leaders revenir de Paris pour justement dire voilà ce qu'on a arraché, etc. Msali n'était pas invité. Attention, Msali n'a pas été convié. Invité. Ah oui, oui, oui. Il y avait les communistes, il y avait les ulama et il y avait les élus. Donc, les élus autour de Farhad Abbas. Msali, il monte à la tribune grâce à Ben Badis. C'est pourquoi je vous dis, il faut pas essayer de trouver donc. Non, c'est juste qu'ils avaient une différente lecture des événements et différentes, c'est tout. Donc, grâce à Ben Badis, il prononce son discours qui se termine justement dans le discours écrit. On la retrouve pas cette expression. Cette terre n'est pas à vendre. Donc, c'était un moment fort et c'est le début d'une lutte, d'une autre lutte en Algérie, parce qu'on va structurer les premières cellules, mais l'étoile sera dissoute quelques mois plus tard. Donc, et c'est la naissance d'un parti, le Parti du peuple algérien, et là c'est le début d'une toute autre histoire. Hein. Alors après la dissolution de l'étoile nord-africaine en 1937, naîtra le PPA. Le PPA, c'est ça, et ensuite on a le MTLD, une partie de la jeune génération qui rejoindra le FLN est en train de monter. Ils sont beaucoup qui grandissent d'ailleurs dans l'héritage politique de l'ENA, la branche paramilitaire clandestine du MTLD, c'est la fameuse organisation spéciale qui est créée en 1947. Déjà, on trouve des figures comme Hossein Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Ben Bella. On est déjà dans le noyau nucléaire du FLN révolutionnaire. Hein. C'est difficile de faire un lien direct. Hein. Oui, bien sûr, mais sur la non, il faudrait 2 heures d'émission pour parler de l'ENA. Mais bon. Parce que les novembristes, c'est déjà, ils se sont inscrits. On faut par rapport. Ils n'ont pas rejeté l'héritage de l'étoile nord-africaine, du Parti du peuple algérien, du MT. Ils n'ont pas rejeté. Mais ils ont su capitaliser ces luttes, donc menées à partir de 1924 jusqu'à 1950, c'est-à-dire la découverte de l'os, mais ils vont prôner la rupture. La rupture, c'est parce que c'est le passage, la nécessité de passage à l'acte, à l'action directe, c'est-à-dire à la lutte armée. Justement, dernière question, Hassan Al-Arab, parce qu'on est en train de m'engueuler dans l'oreillette en me disant qu'il faut que je rende l'antenne. Alors, on l'a vu, l'ENA est bien plus qu'une organisation politique, elle porte clairement la revendication de l'indépendance de l'Algérie. Mais est-ce que vous direz que l'ENA a transformé, a donné le FLN qui donnera 1er novembre 54, qui donnera 1962 et qui nous donnera l'Algérie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait aussi faire, je sais que vous n'aimez pas trop les raccourcis, mais est-ce qu'on peut forcer le trait et donner un peu ce schéma? Ça sera difficile de forcer le trait et ce sera difficile de trouver donc ce lien, ce raccourci. Ça serait vraiment une insulte à l'histoire et même aux gens. Mais sans cette lutte, sans l'étoile nord-africaine, on ne peut pas avoir ni le PPA, ni le MTLD et puis le FLN. Ça, c'est pour dire les choses d'une manière vraiment, c'est un raccourci, mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Toujours. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Hassan Al-Arab. Toujours un plaisir de parler avec vous au sujet de l'histoire et on se retrouve bientôt avec vous avec vos émissions Histoire et Mémoire. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention et on se dit à demain.